Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Merci beaucoup d'être là, Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire de paléoanthropologie, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous avez obtenu le prix Balzan. C'est un prix, disons, c'est une sorte de prix Nobel pour ces sciences de la nature. On vous l'a remis en 2023. J'ai lu votre dernier ouvrage qui est absolument passionnant, qui s'intitule « La tyrannie du cerveau » aux éditions Robert Laffont. Et j'ai expliqué tout à l'heure, au moment où nos auditeurs prennent probablement leur petit déjeuner, qu'il fallait bien se nourrir parce que s'ils ne sont pas des souris, eh bien, notre cerveau consomme 500 calories par jour, alors que la souris, elle, n'a besoin que de 0,4 calories. C'est vous qui m'avez donné ces chiffres, Jean-Jacques Hublin. Pourquoi une telle différence ? Alors d'abord parce que notre cerveau est très gros par rapport à ce que l'on trouve chez la souris, et puis aussi parce que c'est un organe qui consomme énormément d'énergie. Il fonctionne en permanence, nuit et jour. Même quand nous dormons, notre cerveau continue à fonctionner. C'est un organe fragile dont la température doit être maintenue de façon très très stable. Et donc tout ça coûte du glucose. Et le cerveau consomme à peu près 10 fois plus d'énergie que la moyenne des autres tissus de notre corps. Donc, effectivement, un quart de votre petit déjeuner passe dans votre cerveau. C'est une sorte de tyrannie, comme vous le dites, parce que si l'on vous suit, c'est une sorte de malédiction humaine, puisque ce cerveau oblige l'être humain à avoir un certain nombre de contraintes. Et tout d'abord, lorsqu'il naît, il ne peut pas avoir une tête trop grande. Alors c'est une malédiction ou une bénédiction, hein. Ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ces besoins énergétiques du cerveau, ils ont pesé sur notre alimentation, notre locomotion, la façon dont nous utilisons nos muscles, toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que singulièrement, la mise au monde des enfants, la façon dont les enfants grandissent, c'est probablement l'aspect de la biologie humaine qui a été le plus touché par cette tyrannie du cerveau. Et un moyen de s'en tirer, si je peux dire, du point de vue de l'évolution de la sélection naturelle, eh bien, ça a été ce paradoxe. L'espèce de primate qui a le cerveau le plus gros à l'état adulte est celle dont le cerveau à la naissance est le plus petit en proportion de sa taille définitive adulte. Et en fait, on a étalé, si je peux dire, dans le temps, le paiement de la construction de ce cerveau qui dure très très longtemps. Disons que il faut au moins 5-6 ans pour qu'il atteigne une taille proche de la taille adulte. Et puis sa maturation, sa mise en fonction définitive dure quasiment jusqu'au début de l'âge adulte. Et oui, c'est pour ça qu'à la différence d'un très grand nombre d'espèces, pratiquement toutes les espèces, d'ailleurs je vous pose la question, l'être humain lorsqu'il naît, eh bien, n'est pas encore complètement viable. Il y a des espèces de mammifères dont les petits sont aveugles, dépourvus de poils, incapables de réguler leur température. Ce qui est curieux chez l'homme, c'est qu'il y a une combinaison. On parle d'altricialité secondaire, c'est un terme assez affreux, mais il y a cette combinaison d'immaturité. En particulier sur le plan moteur, donc un nouveau-né n'est pas capable de se déplacer, bien évidemment, mais en même temps de grande maturité pour tout ce qui concerne, par exemple, certains organes des sens, la vue, l'ouïe, et les capacités d'interaction avec l'environnement et avec les autres individus. Est-ce qu'on peut en déduire que ce cerveau humain, il est plus gros, plus énergivore, en partie parce que l'être humain a un devoir de coopération qui n'est pas un devoir moral, mais un devoir darwinien de coopération. Absolument, absolument. Cette voie évolutive suivie par les humains, on peut en gros la résumer à deux grands items. D'une part, la transformation de l'environnement, et donc là, on parle de technologie, et pour ça, il faut un gros cerveau d'ailleurs. Et puis la coopération.
Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui est assez ancien. Donc les hommes sont capables, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, de développer des réseaux de coopération. Alors au départ, probablement localement, entre les individus d'un même groupe, mais au cours de l'évolution humaine récente, ces réseaux sont étendus de plus en plus et nous nous sentons solidaires de gens que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons jamais, mais avec qui nous partageons des croyances, des valeurs, une langue, une religion, Dieu sait quoi. Ça veut dire que les grands singes, par exemple, il n'y a pas de caractère coopératif ? Ah si, deux grands singes peuvent coopérer. Les chimpanzés les mâles, insectes sociaux coopèrent fort bien. mais les chimpanzés mâles d'un groupe peuvent patrouiller la frontière de leur territoire pour entre guillemets faire la guerre aux voisins, mais ça dépasse pas un petit nombre d'individus. Les hommes, et probablement de façon ancienne, eux sont capables de former des coalitions de centaines, de milliers et récemment de millions d'individus.